Salut Florian. Salut Zina. Je suis ravie qu'on va parler aujourd'hui enfin de ce chef-d'œuvre de la littérature allemande, Mort à Rome de Wolfgang Köppen, que vous, donc les éditions du Typhon, vous avez décidé de le rééditer en français. L'original a apparu en 1954 et Köppen, c'est vraiment un héros littéraire de la littérature d'après-guerre. Et ce livre, il correspond pas mal à votre collection Après la tempête, en effet, parce qu'il met en scène des anciens nazis allemands, je simplifie un peu, mais qui vont donc se retrouver 10 ans après la guerre à Rome, et ils vont être confrontés non seulement à leur progéniture, mais aussi à leurs victimes et surtout leur propre conscience. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'auteur déjà ? Alors effectivement, Wolfgang Köppen, il fait partie des grands noms de la littérature allemande. Il y a surtout un mystère Köppen. C'est-à-dire que Köppen, il a écrit 3 chefs-d'œuvre, coup sur coup. Ça a commencé au début des années 50 avec Pigeon sur herbe, puis un second chef-d'œuvre, quasiment 1 an et demi plus tard, c'était La Serre. Et le troisième, pour nous sommer des sommets, donc La Mort à Rome, Der Tod in Rome, en 1954. Ces chefs-d'œuvre-là, ils ont suscité le scandale. Ces chefs-d'œuvre, ils ont été défendus par un grand critique allemand très important, Marcel Reich-Ranitzky, qui a vu une sorte de trilogie thématique. Il appelle ça la trilogie de l'échec. Chaque livre peut se lire indépendamment, mais ils sont traversés par les mêmes problématiques. Bon, et donc Köppen était considéré comme un immense auteur, et à partir de là, tout le monde a attendu la suite. Et la suite n'est jamais arrivée. C'est-à-dire que Köppen, il a eu une panne littéraire. Ensuite, il a écrit des essais, il a écrit également des récits, mais le fameux roman attendu, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre, n'est jamais arrivé. Alors, toute sa vie, la fin de sa vie, il a dialogué avec son éditeur. Son éditeur, c'était le grand Siegfried Unzen, donc grand éditeur de Suhrkamp, cette grande maison d'édition allemande, l'équivalent de Gallimard. Et à chaque fois, il disait un petit peu filou à son éditeur, oui, t'inquiète pas, j'ai quelque chose sous la main, ça va arriver. Il continuait d'être financé par Unzen. Et à la fin de sa vie, dans les années 90, en 96, Köppen est mort. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, l'éditeur est allé chez lui en se disant, bon, voilà, peut-être que dans les tiroirs, on va trouver ce fameux chef-d'œuvre attendu. Il a ouvert les tiroirs, rien. Donc c'est le mystère Köppen. Comment a-t-il pu écrire coup sur coup 3 chefs-d'œuvre romanesques et ensuite se taire, s'enfoncer dans le silence? Il ne répondait pas forcément aux attentes de son éditeur, mais il nous a laissé quand même cette trilogie. Il est un important membre du groupe 47. C'est un livre qui n'est pas facile à résumer, je trouve, parce qu'on dirait presque qu'il se joue au-delà de l'histoire. Les grands événements, c'est dans le passé, et maintenant on observe un peu les conséquences. Le livre se situe en, disons, 9 ans, 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il ne commence pas en Allemagne, mais à Rome. Et à Rome, on commence avec un jeune homme qui s'appelle Siegfried, qui est compositeur. Il a 24 ans, ça veut dire qu'il était sans doute enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il n'y a pas participé. Ce compositeur est à quelques jours de la première de sa symphonie. Et il se dit, voilà, est-ce que ma symphonie va bouleverser le monde, ou au contraire, est-ce que les gens vont en avoir rien à faire? Donc il erre dans les rues de Rome. Ce personnage a coupé les ponts avec sa famille, parce que sa famille était une famille de nazis impénitents. Il y avait son père qui était maire pendant la Seconde Guerre mondiale sous le nazisme, qui était un nazi convaincu, et qui après la Seconde Guerre mondiale se retrouve également maire dans l'Allemagne de l'Ouest, et fait semblant de devenir un démocrate convaincu. Donc il a coupé les ponts avec son père et surtout coupé les ponts avec son oncle. Son oncle, c'était un haut dignitaire nazi, Julian, et cet oncle, il était proche d'Himmler. Cet oncle responsable donc de la mort, de la déportation de milliers de juifs. Et cet oncle, il a réussi à fuir après la Seconde Guerre mondiale. Il travaille aujourd'hui dans un pays arabe qui vend des armes contre Israël. Et le hasard fait que cet oncle se retrouve à Rome, là où est Siegfried. Et cet oncle, il se dit, voilà, on est 10 ans après les faits, peut-être que je peux rentrer tranquillement en Allemagne de l'Ouest sans avoir de problème. Et ce jeune compositeur va donc rencontrer à la fois son oncle, et ce jeune compositeur va rencontrer son cousin, le fils de cet oncle. Ce cousin s'appelle Adolphe, et lui, au contraire, il veut devenir prêtre, il est séminariste actuellement, et sa façon de fuir, c'est par la religion. Donc on voit ces 2 générations, la génération des fils et la génération des nazis impénitents. Ces 2 générations vont se rencontrer dans Rome, et cette rencontre-là va pousser tous ces personnages à aller au bout d'eux-mêmes, à aller au bout d'une certaine nuit. Donc c'est donc un roman polyphonique. On a la voix des fils et la voix des pères.
Mais il faut quand même parler du style aussi, parce que c'est vrai, tout ce que tu expliques, ça rappelle presque une pièce de théâtre antique, c'est-à-dire tu as cette ville en ruine, Rome, qui sert de scène de théâtre, ces personnages qui sont quand même un peu des archétypes, des représentants d'un certain sorte d'humain. Et ça reflète un peu la société allemande aussi de l'époque. Est-ce qu'on peut dire aussi quelque chose sur le contexte d'abord, parce que pour les lecteurs d'époque, c'était un roman très actuel, c'est-à-dire dans les années 50. On oublie souvent, même aujourd'hui, qu'à l'époque, les anciens nazis, je simplifie un peu, mais étaient toujours là. Ils n'ont pas disparu tout de suite. Ils occupaient même des postes importants dans les institutions de l'État. Donc c'est pour ça peut-être aussi que le livre a créé scandale. Alors évidemment, c'est pas obligatoire de connaître le contexte pour apprécier le livre, mais néanmoins le contexte aide. Nous, en tant que Français, quand on pense à l'après-Seconde Guerre mondiale en Allemagne, on pense à une Allemagne en ruine. On peut avoir en tête des images du film de Rossellini, chef-d'œuvre, Allemagne un des héros. Mais là, le livre à dessin se situe donc quelques années après les faits. Et entre cette Allemagne année zéro, cette Allemagne détruite et le livre, il s'est passé quelque chose en Allemagne de l'Ouest. C'est le fameux Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. Le miracle économique précisément ouest-allemand, qui commence à partir de 1948. C'est-à-dire que cette Allemagne qui était complètement détruite, brisée, va profiter des capitaux américains dans le cadre de la guerre froide. Donc ces deux blocs qui s'opposent, le bloc disons capitaliste et le bloc communiste. Et grâce à ce soutien économique, l'Allemagne de l'Ouest va petit à petit se reconstruire et connaître un miracle dans une réussite économique au niveau industriel en particulier. Donc là, on est véritablement dans une époque particulière. Ce n'est pas une époque en Allemagne de l'Ouest, ce n'est pas une époque où les gens veulent se souvenir, c'est une époque où les gens veulent oublier ce qui s'est passé. Donc on est vraiment dans une société du refoulement. Ce qu'il faut savoir historiquement, c'est qu'on est après la Seconde Guerre mondiale et on est avant les grands procès. Ensuite, en Allemagne, on aura les procès dits de Francfort, les procès d'Auschwitz qui s'ouvrent en 1963. Donc on est vraiment chez Köppen dans cet entre-deux, on est après la Seconde Guerre mondiale et on est dans une société qui veut oublier. Köppen a une formule terrible contre cette société, il dit, voilà, c'est une société qui s'enfonce dans la société libérale, c'est une société qui s'enfonce dans un état de somnolence satisfaite. Et c'est cet état de somnolence que Köppen entend réveiller. Oui, c'est une sorte de miroir pour la société allemande de l'époque, même si c'est délocalisé à Rome et que voilà, c'est un peu un cadre artificiel, construit clairement. Mais presque en opposition à ça, nous avons ce langage qui est quand même très dense, très frénétique. On se sent vraiment en tant que lecteur comme dans un torrent au milieu de la tempête. Et je propose peut-être qu'on lit un petit extrait pour entendre ce style extraordinaire. Donc on va prendre un extrait roman polyphonique où on entend donc la voix des fils et la voix du père, des pères, et là en l'occurrence c'est la voix de cet oncle, ce nazi impénitent, Julian, cet homme qui était proche d'Himmler, qui se retrouve à Rome, qui envisage peut-être de rentrer en Allemagne en se disant que tout ça est loin et que finalement il n'y aura aucun problème avec la justice. Il erre dans les rues de Rome et à un moment donné il voit quelque chose et c'est le début de l'extrait. Peut-être y avait-il des rats dans cette cave, mais Julian s'y sentait attiré. Il se sentait attiré hors de la via nationale, large et ennuyeuse. Il se sentait attiré par ce café en sous-sol, par les marches humides et sales. La gloutonnerie le poussait, la soif aussi. Une enseigne l'attirait, cuisine allemande. Une autre enseigne, bière Pilsen. L'Allemand a besoin de cuisine allemande. Pilsen était une ville allemande. On ne l'avait pas assez défendue d'ailleurs. Pilsen était devenue une ville tchèque. On l'avait perdue par trahison. Les usines Skoda étaient de première importance stratégique, la bière aussi, et les potences, la conspiration, l'avilissement, les rats, les ouvriers étrangers, les services de sécurité avaient découvert le danger et l'avaient écarté. Le camarade Heydrich avait sévi. Le camarade Heydrich était mort et Julian vivait. Toujours le même grief. C'était Eva, sa femme, qui suggérait le reproche en lui. Il pensa, pourquoi vit-elle? Pourquoi a-t-elle survécu? Mais réfléchir n'était pas son genre. C'était un domaine dangereux, un domaine interdit. Les gens de lettres réfléchissaient, les bolcheviks intellectuels réfléchissaient, les juifs réfléchissaient. Mais un pistolet, c'était beaucoup plus précis. Julian n'avait pas d'arme sur lui, il se sentit alors impuissant. Donc je lis le petit passage en allemand. In dem Keller mochten Ratten nisten, aber es zog Julian hinab. Es zog ihn von der breiten, langweiligen Via Nationale hinunter in diesen Keller,
Die feuchten, schmutzigen Steinstufen hinab, die Fresslust trieb ihn, der Durst trieb ihn, ein Schild deutsche Küche lockte, ein Schild Pilsener Bier, deutsch sei der Mann, deutsch sei das Essen, Pilsen war eine deutsche Stadt, man hatte sie nicht genug verteidigt, Pilsen war eine tschechische Stadt, man hatte sie durch Verrat verloren, die Skoda-Werke waren kriegswichtig, das Bier war kriegswichtig, Galgen waren kriegswichtig, Verschwörung unter Menschentum, Ratten, die Fremdarbeiter, Gefahr vom Reichssicherheitshauptmann erkannt und bereinigt, Kamerad Heydrich hatte durchgegriffen, Kamerad Heydrich war tot, war Blut von seinem Blut, war sein Spiegelgesicht, Jude Jan lebte. Immer der gleiche Vorwurf. Es war Eva, die den Vorwurf in ihm dachte, und er dachte, warum lebt sie, warum überlebte sie, Denken war nicht seine Art. Das war Treibsand, gefährliches, verbotenes Territorium. Literaten dachten, Kulturbolschewisten dachten, Juden dachten, Schärfer dachte, die Pistole. Jude Jan hatte keine Waffe bei sich. Er fühlte sich wehrlos. Moi, je trouve vraiment que grâce au langage, il crée quand même une sorte d'urgence qui ne se trouve pas forcément dans la composition. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Faulkner allemand. Effectivement, lui adorait Faulkner. C'était l'un de ses auteurs préférés. Il avait l'habitude de dire, bon, il dézinguait Hemingway, on peut aimer Hemingway, il y a des choses absolument remarquables, mais il a dit à Marcel Reich-Ranitzky, voilà, Hemingway il raconte une anecdote et Faulkner il crée un monde. Et on sent chez lui cette volonté également de créer un monde. Et on l'a entendu par rapport à son style, rien que dans cet extrait-là, que lui s'éloigne de tout classicisme. Le classicisme, ça va être quoi? Ça va être plutôt de l'équilibre, ça va être veiller à ne pas faire de répétitions, par exemple, alors que lui, au contraire, il veille à faire des répétitions. Il veille à être du côté non pas de l'hypotaxe, c'est-à-dire vraiment on va faire du liant, on va expliquer, on va étirer. Au contraire, c'est on ne peut plus cassant. Et avec ces mots qui reviennent comme des sortes de martèlements, des choses qui martèlent des pensées, qui martèlent les personnages et qui poussent à une lecture on ne peut plus dense et on ne peut plus rapide avec cette image que tu as utilisée, celle du torrent. C'est vrai que c'est très moderne. On retrouve le monologue intérieur, le changement de perspective, la répétition dont tu as parlé, toutes ces choses-là. Alors oui, le changement de focalisation, ça fait partie vraiment des forces du livre. C'est-à-dire qu'au départ, le livre est écrit à la troisième personne. On passe comme ça d'un personnage à l'autre à la troisième personne. Mais lorsque l'un de ces personnages est touché par quelque chose, lorsqu'au contraire il est perdu, lorsqu'un sentiment trop fort l'affecte, on passe de la troisième personne à la première personne. Et c'est un saut de focalisation qui est intéressant. C'est comme si le narrateur ou l'auteur était lui-même contaminé par la folie, l'angoisse, le désespoir, la peur des personnages. Et ce qui est intéressant chez Köppen, et c'est là où ça rejoint Faulkner, c'est cette idée que ce qui arrive aux personnages, c'est ce qui pourrait nous arriver. Ça arrive à tous. On appartient tous au même monde sensible. Les persécutés et les persécuteurs. On peut parler d'une multitude d'aspects dans ce livre, c'est vraiment très très dense, mais j'aimerais bien parler de la notion de la liberté parce que je trouve que ça résonne énormément dans nos débats d'aujourd'hui, face à la crise. On en discute beaucoup, qu'est-ce que c'est la liberté de l'individu, qu'est-ce que c'est une société libre quand on est en face de restrictions, etc. Et là je trouve ça très intéressant parce que les personnages au début, ils disent tous qu'ils se sentent libres. Siegfried, par exemple, le jeune compositeur qui a coupé donc les ponts avec sa famille, au début, il dit « Je suis libéré par la musique, je me sens libre ». Mais même Jude Jan, qui a donc échappé à la justice et qui a pu créer une sorte de deuxième existence, se sent libre. Mais de fur et à mesure, on découvre quand même qu'ils sont, à cause de cette grande catastrophe, prisonniers un peu à vie de leurs souvenirs, de leur conscience, non ? Absolument, oui. C'est-à-dire que Köppen, c'est peut-être moins un écrivain de la liberté qu'un écrivain de la responsabilité. Quand on pense à cette construction-là, polyphonique, en fait, dans une certaine mesure, ça rappelle quoi? Ça rappelle le plan en panoptique qui obsédait tant le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage sur les prisons surveiller et punir. Plan en panoptique, c'est-à-dire qu'on a un élément central, et grâce à cet élément central, comme avant dans les prisons, on peut voir les différentes ailes. Et là, au départ, ce point de vue à la troisième personne est de passer d'un personnage à l'autre. On a véritablement un plan en panoptique où, comme ça, on voit ces différentes générations, des personnages qui sont des incarnations d'archétypes, dans une certaine mesure. Bon. Mais ensuite, évidemment, chez Köppen, il y a un torrent et tout se bouscule. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement en panoptique, on est à l'intérieur des personnages et on est à l'intérieur de quoi? De leur prison mentale. Et aujourd'hui, si le livre nous semble si important, si ça reste une urgence, c'est parce que c'est un grand livre sur l'idéologie.
Alors l'idéologie, comment on peut la définir? On peut considérer que l'idéologie, c'est ce qui va combler le gouffre entre la réalité factuelle et la réalité fantasmée. Et si on prend ce personnage de nazi impénitent, si on prend ce personnage de persécuteur de Yu Dian, on voit que c'est un personnage qui tient grâce à quoi? Quel est son corset psychique? Pourquoi il ne s'effondre pas? Pourquoi il ne se noie pas dans la culpabilité? Parce qu'il y a cette idéologie qui le tient. Et il s'accroche à cette idéologie parce que c'est grâce à elle qu'il tient. Et Köppen nous montre ça, nous montre le poids des erreurs, mais des erreurs dans lesquelles on s'enfonce malgré tout parce que c'est grâce à elle qu'on tient. Oui, c'est donc l'idéologie en tant que support, en tant que cadre dans lequel on bouge. C'est vrai qu'il y a aussi la femme de Yudeyan, Eva, qui vit dans une sorte de mélancolie permanente du Troisième Reich. Mais ils ne peuvent pas abandonner cette idéologie. Mais est-ce que c'est la même chose pour la prochaine génération, la jeune génération, donc les deux fils, qui donc un prêtre, un artiste, un compositeur? Est-ce qu'eux, ils ne devraient pas donc, être aussi un peu développer une résilience par rapport à l'idéologie pour atteindre une vraie liberté? Oui, donc c'est une question très importante et centrale. Un petit mot très rapide encore sur les pères avant de passer aux fils. Concernant les pères, on va véritablement cette idée que les persécuteurs, ils nient leurs responsabilités, mais ils ne se renient jamais. Et on voit que malheureusement, c'est quelque chose qui court de persécuteur en persécuteur, quelles que soient les époques, quels que soient les faits, on a toujours malheureusement ce même phénomène. Et l'actualité nous en donne une terrible preuve. Bon, et du côté des fils, il y a cette volonté de se libérer. Il y a cette volonté de sortir justement de cette longue chaîne de culpabilité. Là où Köppen est un grand écrivain, c'est un écrivain qui ne lâche rien, qui les tient, c'est de dire certes, ils veulent se libérer, mais les deux ont choisi deux voies particulières. Siegfried, l'art, et Adolphe, le cousin, la religion. Et tous les deux, dans une certaine mesure, vont s'attendre ou espérer être sauvés l'un par l'art et l'un par la religion. Et chez Köppen, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On n'est jamais véritablement sauvé. On a une possibilité de liberté, c'est cet effort dense, incessant sur soi-même que certains personnages vont faire et vont de ce fait réussir à se libérer, et d'autres ne vont pas réussir, le poids est trop lourd, la charge est trop lourde, et au contraire vont sombrer. C'est vrai qu'il ne propose pas vraiment de solution claire. Ce n'est pas très optimiste non plus comme livre, mais c'est vrai, il y a une scène importante entre Adolphe et Siegfried, ils discutent, et Adolphe dit, en fait, il faut changer les hommes. Et Siegfried dit, non, ce n'est pas possible de changer les hommes. Donc il y a une sorte de pessimisme par rapport à la nature humaine qui est présente, et en même temps, il y a quand même cette idée de dire, peut-être liberté et responsabilité sont très liées, c'est-à-dire on ne peut pas être libre si on ne prend pas la responsabilité pour soi-même, pour les autres et peut-être même pour le passé de nos ancêtres, en fait, oui. qui a été commis avant. Ah oui, cette émancipation, elle passe que par cette conscience de la responsabilité, effectivement. Un point aussi qui est vraiment essentiel chez Köppen, c'est que pour lui, la littérature, c'est vraiment une connaissance des gouffres. Et c'est cette connaissance des gouffres, c'est son hypothèse, qui permet peut-être au lecteur de s'en extraire. Mais l'autre point où Köppen, dès qu'il y a un point positif, il y a un point comme ça qui vient contrebalancer justement dans un esprit dialectique, c'est cette idée que est-ce que le lecteur a envie d'entendre ça? Et il a toujours peur d'un lien perdu avec le lecteur. Et donc Köppen, pour lui, être un grand auteur, et il l'a été, c'était prendre des libertés face à deux types d'instances. Première, liberté face aux politiques, et seconde, liberté face au goût facile du public. En ça, il s'est fait un fan club, mais il s'est fait beaucoup d'ennemis. Bon, merci beaucoup.